Bonjour tout le monde, nous allons commencer une série réponse créationniste à la vidéo sur les preuves de l'évolution d'une chaîne YouTube appelée Patience. Et il y a eu 8 preuves qui ont été présentées pour soutenir l'évolution dans cette vidéo de Patience. Et donc je vais réviser ces 8 preuves de l'évolution en 8 épisodes. Comme ça on pourra correctement traiter chaque argument. Et à la suite de cette série, eh bien, je proposerai moi-même une série sur les preuves de la création cette fois-ci, car il ne suffit pas de critiquer l'évolution, il faut aussi essayer de prouver la création, si on croit en la création. Et c'est une critique qui est souvent formulée par les évolutionnistes, et je pense qu'ils ont raison. On ne peut pas se contenter de critiquer l'évolution, il faut aussi proposer quelque chose en face. Alors je vais essayer modestement de le faire. On va regarder des arguments, je dirais, historico-scientifiques, parce que pour moi, le débat sur les origines est surtout historique, même si on utilise des outils scientifiques, parce que la science marche bien dans le présent, c'est basé sur l'observation, la reproductibilité, la testabilité, dans des laboratoires, par exemple. Et quand on parle des origines, eh bien, on ne peut pas recréer ni l'évolution ni la création en laboratoire. On peut faire des calculs, on peut faire des études, mais il y a des hypothèses dans ces études et ces hypothèses souvent ne sont pas vérifiables. Donc on va prendre le temps de regarder tout ça dans ces deux séries que je vous annonce là. Et donc ce sont, à mon sens, beaucoup d'arguments historiques aussi qui sont importants, hein. Vous savez, moi je crois en... J'ai trois manières de pouvoir croire en quelque chose. C'est la première manière, c'est si je peux voir de mes yeux. Effectivement, là, on peut croire. Mais si on ne peut pas voir par soi-même, eh bien, on peut faire confiance aussi à la science. Euh, voilà, on n'a pas besoin de tout tester soi-même en laboratoire ou dans la nature. On peut aussi faire confiance à des arguments qui sont démontrés. On peut faire confiance à des démonstrations. Et par moment, eh bien, on ne peut pas voir directement. Et par moment, on ne peut pas non plus appliquer la méthode scientifique moderne dans un laboratoire, parce qu'on est sur des sujets qui sont plutôt historiques. Et donc là, il y a une troisième manière de croire, à mon avis, qui est la méthode historique. Donc là, par exemple, quand on parle de Platon ou de Socrate ou de Jules César ou d'Alexandre le Grand ou de telle ou telle figure historique, des rois de France, et je ne sais encore, ou de Gengis Khan, eh bien, ce sont leur vie, les événements qu'il y a eu dans leur vie, eh bien, on ne peut pas appliquer la méthode scientifique moderne, on ne peut pas voir non plus avec nos yeux, parce que ce sont des événements dans le passé. Et donc là, nous avons donc ce que j'appellerais moi une troisième méthode, hein, qui est la méthode historique. Et bien là, on a des arguments historiques, textuels, archéologiques. On a des recoupements historiques, et donc là, on peut établir des faits à partir de la méthode historique. Donc pour moi, il y a au moins trois façons de pouvoir croire en quelque chose. C'est si on voit par ses propres yeux, ou si on peut appliquer la méthode scientifique moderne, ou si on peut appliquer la méthode historique. Donc voilà, en dehors de ça, c'est à mon avis compliqué de croire en quelque chose. Voilà, donc cette vidéo sur l'évolution, les preuves de l'évolution a été mise en avant par de nombreux évolutionnistes, et je l'ai découvert moi-même parce qu'un évolutionniste qui était en désaccord avec l'une de mes vidéos créationnistes me l'a suggéré. Et donc j'ai décidé de la traiter parce qu'elle semble être utilisée par de nombreux évolutionnistes en ce moment. La vidéo date de quelques mois au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc on a le youtubeur Thomas Cabaret de la chaîne Patience qui a présenté les 4 hypothèses de l'évolution. Ce que j'ai apprécié parce que souvent dans ce débat-là, les protagonistes du débat vont directement prendre leurs hypothèses pour des réalités. Ce n'est pas ce qu'a fait le youtubeur Thomas Cabaret, il présente 4 hypothèses et ensuite il présente 8 preuves pour la soutenir. Donc j'ai bien apprécié le ton éducatif, non polémique de, de Thomas Cabaret, et je vais essayer quand même de faire une critique de ces arguments, de ces 8 types de preuves. Donc on va commencer aujourd'hui avec la première preuve qui était les preuves anatomiques.
Il a tout d'abord présenté les 4 hypothèses de l'évolution. Donc on a en 1, les organismes peuplant la Terre ont changé au fil du temps. La deuxième hypothèse, c'est l'ascendance commune. La troisième, c'est l'évolution darwinienne. Et la quatrième, c'est la biogenèse, ou la génération spontanée, que je ne vais pas directement traiter dans cette série de 8 vidéos, parce que j'ai déjà un article complet, et parce que, en fait, Cabaret n'a pas traité cet argument directement dans sa vidéo sur les preuves de l'évolution. En général, les évolutionnistes disent que ça n'a rien à voir avec la théorie de l'évolution, donc c'est assez cohérent qu'il ait fait comme ça. Moi, je pense que ça a tout à voir avec l'évolution, parce qu'on parle de la biogenèse aussi comme l'évolution chimique. C'est le commencement de la théorie de l'évolution, d'une certaine manière. Il faut un début à une histoire, et donc ça, c'est le début, comme la Genèse est le début du modèle créationniste, et le Nouveau Testament lui-même est lié à la Genèse. On ne peut pas dissocier les deux facilement. Donc, Cabaret n'a pas expliqué pourquoi il a fait ces 4 hypothèses. Moi, personnellement, je fais l'hypothèse de la création, car je considère la Bible comme principalement un ensemble de récits historiques. Alors, bien sûr, ce n'est pas admis par les évolutionnistes, mais passons, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et je vous renvoie à la section archéologie histoire sur le site de qu'est-ce que la vérité.com. Et voilà, dans cette deuxième partie, dans la deuxième série que je ferai, eh bien, je ferai l'hypothèse de la Bible. On peut faire des hypothèses bizarres en science, et après on peut essayer de voir est-ce que ça correspond à quelque chose sur le terrain ou pas. Donc le premier type de preuve, c'est les preuves anatomiques, c'est la similitude entre espèces. Et on a Cabaret qui a anticipé une défense prévisible parce qu'il déclare « Certains sceptiques vous diront que constater les similitudes entre une main de chimpanzé et une main humaine ne démontre pas grand-chose, que ce n'est pas parce que les choses se ressemblent qu'elles sont apparentées. C'est un argument acceptable, mais plus difficile à tenir lorsque la ressemblance est parfaitement contingente. » Il dit encore « Les ailes des chauves-souris, des oiseaux, la patte d'un cheval ou la nageoire d'un dauphin présentent toutes la même structure osseuse qu'un bras humain, mais dans une version déformée. L'argument ici étant que ces homologies hors de l'hypothèse évolutive seraient parfaitement contingentes. Pourquoi une aile devrait comporter les mêmes os qu'un bras, les 5 doigts compris? Pourquoi ces 5 doigts devraient se retrouver également dans une nageoire dans laquelle ils ne bougeront plus indépendamment? Sous l'hypothèse évolutive, ces homologies sont expliquées et attendues. Sous d'autres hypothèses, on devrait les considérer comme de pures coïncidences. Alors, il existe clairement de fortes similarités anatomiques entre différentes espèces, les mains humaines, les ailes de chauve-souris, les nageoires de dauphin, etc. C'est un fait d'observation incontestable. La question est l'interprétation de ce constat. Les évolutionnistes interprètent ces similarités comme la conséquence d'une descendance commune. Les créationnistes les interprètent comme le résultat d'une conception commune, non contingente. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi on a des structures similaires qui reviennent, non pas parce que c'est par hasard, parce que ça a été voulu comme ça. Ce sont 2 cadres explicatifs différents appliqués au même fait. L'hypothèse de la descendance commune n'est pas la seule explication. En ingénierie humaine, dans l'hypothèse biblique, l'homme est créé à l'image de Dieu, donc représentatif de l'approche divine de la conception. Les ingénieurs réutilisent des schémas efficaces dans des contextes différents. Par exemple, le châssis à 4 roues sert à une voiture, à un bus, à un camion et probablement à d'autres véhicules. Il n'y a pas de descendance, mais une réutilisation intelligente d'un concept ayant prouvé sa valeur. Les 5 doigts offrent une structure flexible qui peut être adaptée à différentes fonctions, par exemple saisir quelque chose, voler, courir, nager. La répétition de ce plan peut être le signe d'un plan d'ingénierie optimale plutôt que d'un héritage aveugle. L'évolution ne prédit pas nécessairement que tous les animaux devraient conserver 5 doigts. Si l'évolution était purement contingente, on pourrait s'attendre à des structures radicalement différentes, par exemple des ailes avec 7 ou 3 doigts, ou des nageoires sans traces digitales, etc. L'argument évolutionniste va comme suit. Ce serait une coïncidence improbable que de nombreux organismes aient 5 doigts si ce n'était pas dû à un ancêtre commun. Mais dans l'hypothèse de la création, ce n'est pas une coïncidence, c'est un choix délibéré d'utiliser un même plan. La contingence supposée repose sur un a priori naturaliste
où on suppose qu'il n'y a pas de créateur, donc la seule explication est la descendance. Donc je pense qu'il y a deux hypothèses globalement sur l'origine du monde, de l'univers, mais des espèces pour ce qui nous concerne aujourd'hui. On a la création surnaturelle où nous avons un scénario naturaliste. On ne cherche pas ici à étudier directement le créateur, mais on cherche à comprendre l'origine des espèces. On ne peut pas exclure l'hypothèse du créateur parce que s'il y a eu un créateur et qu'il a vraiment créé des genres d'organismes à l'origine, eh bien on va passer à côté de cette piste, on doit explorer les différentes pistes explicatives, un peu comme dans une enquête médico-légale, il faut considérer les différents coupables possibles et ne pas écarter trop rapidement des pistes, sinon on pourrait passer à côté de la vérité. Si la similarité était automatiquement la preuve de l'ascendance commune, pourquoi les évolutionnistes disent que d'autres similarités ne sont pas dues à l'ascendance? Par exemple, les ailes d'oiseaux, de chauves-souris et d'insectes ont une structure et des fonctions similaires, mais sont considérées comme des analogies et pas comme un héritage commun. Le raisonnement n'est donc pas objectif, car parfois les similarités sont invoquées comme preuve d'évolution, mais parfois rejetées comme évolution convergente. Dans la vidéo numéro 6 de cette série sur l'argument des hiérarchies emboîtées, nous reviendrons sur le sujet de l'homologie, car les analyses génétiques ont complètement renversé les hypothèses d'ascendance commune. Quand on suit les données moléculaires, les groupements sur la base de la morphologie sont contredits. Le concept modulaire créationniste permet d'expliquer que Dieu a utilisé une même structure d'ailes dans divers organismes non reliés par une ascendance commune. Des évolutions contingentes et indépendantes auraient dû produire des résultats différents. En fait, la sélection naturelle est un concept qui n'existe probablement que dans l'œil ou l'esprit de l'observateur néo-darwinien. La nature ne sculpte pas les organismes. Les capacités adaptatives des animaux ne sont pas dues à une pression de l'environnement, mais à des variables endogènes. Les organismes sont conçus pour s'adapter. Voir la playlist Sélection naturelle et Biologie intelligente que j'ai produite récemment sur ma chaîne YouTube. Pour rappel, voici une déclaration d'un scientifique évolutionniste de la troisième voie, Dennis Noble, qui rejette la sélection naturelle comme causalité et qui déclare « Toutes les hypothèses centrales de la synthèse moderne, souvent aussi appelée néo-darwinisme, ont été réfutées. De plus, elles l'ont été d'une manière qui ouvre la perspective fascinante d'une synthèse totalement nouvelle. Les homologies sont réelles, mais elles ne démontrent pas par elles-mêmes la descendance commune. Elles sont parfaitement cohérentes avec l'idée d'un concepteur en commun qui a choisi de réutiliser des plans efficaces, polyvalents et optimisés. Au final, l'interprétation dépend du cadre philosophique préalable. S'il n'y a pas de créateur, alors l'évolution est obligatoire. Mais s'il y a un créateur, il peut y avoir une conception commune. Abordons maintenant l'argument des structures vestigiales. C'est un des arguments classiques et très anciens de l'évolutionnisme. C'est un ancien pilier du darwinisme qui a été largement affaibli par la recherche moderne, car beaucoup de ces supposés vestiges se révèlent avoir des fonctions utiles et parfois même vitales. Parlons de l'os pelvien des baleines. L'argument évolutionniste est qu'il s'agit d'un vestige d'ancêtres quadrupèdes, de mammifères terrestres, qui avaient de véritables hanches et pattes arrière. Cabaret déclare: par exemple, l'os pelvien chez les baleines, entièrement noyé dans une masse musculaire, et sur lequel on peut parfois même identifier une ancienne articulation sphérique comme celle de la hanche. Si certains peuvent encore argumenter l'utilité de l'ensemble, ceci devient plus douteux en ce qui concerne cette rotule, ne pouvant ici clairement plus tenir son rôle d'articulation omnidirectionnelle. Les recherches récentes montrent que ces os pelviens ne sont pas inutiles. Des études ont montré que les os pelviens des baleines et dauphins servent de point d'ancrage musculaire pour les organes reproducteurs, le pénis chez les mâles et le vagin chez les femelles. L'étude suggère que ces os pourraient aider à stabiliser les organes reproducteurs pendant l'accouplement. Ces os sont fonctionnels et adaptés à la vie aquatique. Ce ne sont pas des vestiges, mais une ingénierie spécialisée. Même chose pour d'autres soi-disant vestiges, ce qui était vu comme inutile au XIXe siècle comme l'appendice est désormais reconnu comme jouant un rôle immunitaire. Cabaret suppose que la fonction originelle de cet os était forcément de soutenir des pattes arrière comme chez un ancêtre terrestre. Mais si on part d'un cadre créationniste,
il n'a jamais eu cette fonction. Ces os ne sont pas des reliques de pattes, mais ont toujours été conçus pour servir de point d'attache musculaire, notamment pour les organes reproducteurs. Une articulation sphérique n'a d'intérêt que pour la locomotion. Comme la baleine n'a pas de pattes arrière, elle n'en a pas besoin. Mais l'os n'est pas inutile. Il sert de point d'ancrage essentiel aux muscles reproducteurs. Parler de reste inutile de pattes arrière n'est pas scientifique. C'est une interprétation darwinienne du XIXe siècle. Les structures dites vestigiales ne sont pas des reliques inutiles, elles ont une fonction même si on ne le comprend pas toujours immédiatement. Et si une structure ou un organe joue un rôle utile, alors la qualifier de vestige est incorrecte. Dans le cas des os pelviens, ils ont un rôle plus qu'utile, vital, car c'est pour la reproduction. Le docteur Randy Gugliosa commente « Matthew Dean de l'Université de Californie du Sud et Jim Daines du Musée d'histoire naturelle du comté de Los Angeles ont examiné les os de la hanche dans les squelettes de baleines et de dauphins. Leur recherche minutieuse, portant sur plus de 10 000 zones ontriées, a renversé une hypothèse évolutionniste largement acceptée. Selon le rapport, on a longtemps pensé que ces os n'étaient que des vestiges se réduisant lentement comme l'os de la queue chez l'homme. Mais leurs résultats vont directement à l'encontre de cette hypothèse, révélant que non seulement ces os pelviens ont une fonction, mais que leur taille et peut-être leur forme sont influencées par les forces de la sélection sexuelle. Les évolutionnistes disent eux-mêmes qu'en réalité, les muscles qui contrôlent le pénis des cétacés, lequel possède une grande mobilité, s'attachent directement à leurs os pelviens. Il paraissait donc logique à Dean et Dines que ces os pelviens puissent influencer le degré de contrôle qu'un cétacé a sur son pénis, offrant peut-être un avantage évolutif. Le docteur Brian Thomas commente « Publiant dans la revue Évolution, des biologistes évolutionnistes ont analysé la taille des organes reproducteurs des baleines, en les comparant à la taille du corps entier et à celle de la ceinture pelvienne. Ils ont écrit « Quelle qu'en soit la cause sous-jacente, nous avons émis l'hypothèse que les espèces possédant des organes sexuels mâles relativement grands doivent avoir des muscles ischio-caverneux relativement grands, lesquels nécessitent à leur tour des os pelviens relativement grands pour servir de point d'ancrage. Les scientifiques n'ont pas encore observé directement comment ces créatures colossales se reproduisent, mais il est raisonnable de penser, étant donné la grande distance entre leurs yeux et leurs organes reproducteurs, que les mâles ont probablement besoin d'un contrôle accru durant l'accouplement et que des os pelviens plus grands permettent un meilleur contrôle. Les évolutionnistes pourraient dire que les os pelviens des baleines sont un excellent exemple d'exaptation, c'est-à-dire la réutilisation d'une structure ancestrale pour une nouvelle fonction. Mais cela repose entièrement sur la prémisse de la descendance commune. Dans le modèle créationniste, il n'y a pas besoin d'imaginer une ancienne fonction perdue puis réutilisée, car les os pelviens sont optimisés pour le rôle actuel. On peut dire que c'est une exaptation pour sauver l'argument de départ, mais les données brutes montrent seulement que ces os sont utiles. Dire qu'ils ont d'abord servi à marcher, puis à se reproduire, c'est rajouter une histoire par-dessus les faits, ce n'est pas exigé par l'observation. Le docteur Randy Gugliosa commente « Pour les évolutionnistes, les fonctions reproductives sont simplement réquisitionnées à partir d'une fonction locomotrice. La cooptation n'est pas une observation, c'est une déclaration. Quand un chercheur observe-t-il réellement une cooptation en train de se produire ? La cooptation est invoquée pour faire entrer de force des découvertes discordantes dans la théorie de l'évolution. Abordons maintenant les muscles auriculaires de l'homme. L'argument de Cabaret ici est que les muscles auriculaires de l'homme permettraient de bouger les oreilles comme les chats et chevaux, mais que chez nous ils seraient devenus vestigiaux et inutiles. Les muscles de l'oreille humaine sont réels, parfois activables, intégrés au système des expressions faciales. Même s'ils ne sont pas vitaux, ils ne sont pas pour autant inutiles. Les qualifier de vestiges vient d'un préjugé, ça ne vient pas de l'observation. Beaucoup d'organes qu'on pensait sans rôle se sont révélés fonctionnels. Notre corps, comme une voiture de luxe, contient des fonctions subtiles, qui ne sont pas indispensables pour rouler, mais qui enrichissent la conception. Il y a un lien avec les muscles de l'expression faciale. Tous ces muscles, y compris auriculaires, sont innervés par le nerf facial. Ils font partie de l'ensemble des muscles d'expression du visage, avec les sourcils, les lèvres, le nez, la peau du crâne, etc.
L'homme est unique par la richesse de ses expressions faciales et aucune autre espèce n'égale cette complexité. Donc même si les auriculaires semblent mineurs, ils s'intègrent dans ce grand système de communication non verbale. Deux muscles sont vitaux sur le visage, orbicularis oculi pour fermer les yeux et protéger la cornée, et orbicularis oris pour sucer, parler et manger. Beaucoup d'autres muscles du visage ne sont pas essentiels à la survie, mais ils contribuent à la communication fine et subtile avec les expressions et les micro-expressions. Les qualifier de vestigiaux parce qu'ils ne sont pas vitaux est trompeur, c'est même dangereux, car beaucoup de structures ont des fonctions subtiles qu'on ignore. Abordons maintenant le nerf laryngé récurrent. Le nerf laryngé récurrent est un des arguments préférés de Richard Dawkins et d'autres évolutionnistes. Il est présenté comme une erreur de design qui ne s'explique que par l'évolution. C'est l'idée reprise par Cabaret dans sa vidéo. Le nerf laryngé récurrent sort du cerveau, descend dans le thorax, fait une boucle autour de l'aorte puis remonte au larynx. Chez la girafe, le trajet est particulièrement long de plusieurs mètres. Dans les poissons, le trajet est court et logique car le nerf innerve les arcs branchiaux proches du cœur. Le trajet est vu comme une désoptimisation par les évolutionnistes. L'explication proposée est qu'il s'agit d'un vestige embryologique hérité des poissons où la structure était fonctionnelle. Avec l'allongement du cou, par exemple chez la girafe, le nerf a été étiré, ce qui serait la preuve d'une évolution graduelle. L'argument du nerf laryngé récurrent est plus fort que ceux sur les os pelviens de baleine et les muscles auriculaires de l'homme, pour lesquels nous avions vu leur utilité et la non-nécessité de les percevoir comme vestigiaux. Avec le nerf laryngé récurrent, on a cette idée qu'un concepteur intelligent n'aurait pas fait un trajet aussi absurde. C'est donc, potentiellement, un argument valable contre une vue créationniste. Malheureusement pour les évolutionnistes, le sujet n'est pas aussi simple. Le nerf laryngé récurrent ne fait pas que la connexion cerveau-larynx, car il émet aussi plusieurs branches qui innervent le cœur, l'œsophage et la trachée au passage. Ce trajet long permet donc un réseau nerveux riche en cours de route. Son rôle n'est pas simplement aller en ligne droite, mais multifonctionnel. Le trajet autour de l'aorte et du ligament artériel permet un contrôle réflexe cardio-laryngé où la toux, la déglutition et la régulation respiratoire sont coordonnées. En cas de reflux, d'étouffement ou d'anomalie cardiaque, cette boucle participe à des réflexes protecteurs. En ingénierie, un trajet plus long n'est pas toujours mauvais. Parfois, c'est un compromis permettant de connecter plusieurs systèmes en même temps. Par exemple, le câblage dans une voiture peut faire un détour pour alimenter plusieurs modules, et pas forcément pour aller du point A au point B. Les évolutionnistes disent que le nerf laryngé récurrent est une absurdité, surtout chez la girafe. Mais ce raisonnement suppose qu'il n'a qu'une fonction simple, relier cerveau et larynx. En réalité, ce nerf émet de nombreuses branches pour le cœur, l'œsophage et la trachée, et son trajet permet une coordination fine entre respiration, déglutition et rythme cardiaque. Ce n'est donc pas un câblage absurde, mais un système multifonction. L'argument du mauvais design est basé sur un jugement subjectif et non sur les faits. Le fait que le trajet soit plus direct chez le poisson ne prouve pas une ascendance commune. Cela reflète simplement que la configuration anatomique est différente, car chez un poisson, les arcs branchiaux, le cœur, le pharynx sont regroupés donc un trajet court suffit. Chez un mammifère, les structures sont arrangées différemment. Le larynx est vers le haut et le cœur est vers le bas. C'est pourquoi un trajet différent s'impose. Loin d'être un simple câble, le nerf laryngé récurrent participe à l'innervation de multiples structures, ce qui justifie son cheminement étendu comme un choix de connectivité fonctionnelle plutôt qu'un simple vestige mal conçu. Ce nerf assure une innervation périphérique variée et complexe, soutenant des activités comme la déglutition, l'adaptation de la trachée et l'ajustement vocal. C'est encore une preuve de son rôle multifonctionnel. Enfin, des recherches menées à la Johns Hopkins Medical School ont montré que durant le développement embryonnaire, le nerf vague gauche et sa branche laryngée récurrente forment une sorte de sangle soutenant la portion distale ou composante du canal artériel de la sixième arche aortique gauche.
De manière remarquable, ces chercheurs ont découvert dans leur étude que la média, c'est-à-dire la couche moyenne de la paroi du vaisseau sanguin, du canal artériel situé sous les nerfs de soutien, est plus mince et contient moins de fibres élastiques que la média élastique et lamellaire des arcs aortiques adjacents. L'étude montre que le nerf vague et le nerf laryngé récurrent se trouvent dans une position qui leur permet d'apporter un soutien mécanique au canal artériel durant son développement et que la morphologie de la média du canal artériel soutenu diffère de celle des arcs aortiques adjacents non soutenus. Il est suggéré que ce soutien mécanique local peut être la raison pour laquelle le canal artériel normal se différencie en artère musculaire et non en artère élastique, et est donc capable d'oblitérer sa lumière après la naissance. Sans un tel soutien, le média du canal artériel pourrait développer les fibres élastiques abondantes caractéristiques de l'aorte et du tronc pulmonaire normaux et rester ouvert de façon anormale. Ça ferait un canal artériel persistant, ce qui est une situation pathologique. Pendant le développement fœtal, le canal artériel relie l'artère pulmonaire à l'aorte pour shunter le sang. Il se ferme normalement à la naissance. Le nerf vague gauche et son nerf laryngé récurrent passent autour de cette zone comme une sangle. Là où les nerfs soutiennent le canal artériel, la paroi du vaisseau se développe avec moins de fibres élastiques et devient une artère musculaire capable de se refermer après la naissance. Sans ce soutien mécanique, le canal artériel se développerait comme une artère élastique, comme l'aorte, et il ne se refermerait pas correctement, et cela provoquerait un canal artériel persistant, une malformation cardiaque congénitale. Le trajet du nerf laryngé récurrent gauche autour du canal artériel n'est pas simplement une curiosité anatomique, héritée de l'embryologie, mais jouerait un rôle fonctionnel crucial dans le développement. Il aide le canal artériel à devenir une artère musculaire capable de se fermer après la naissance. Quand le bébé est dans le ventre, il n'utilise pas ses poumons. Le canal artériel est un petit vaisseau sanguin qui relie l'artère pulmonaire à l'aorte. Il permet au sang de contourner les poumons. Après la naissance, quand le bébé respire, ce canal doit se fermer. Grâce à l'influence mécanique du nerf vague gauche et de son nerf laryngé récurrent, le canal artériel devient une artère musculaire spéciale qui peut se fermer après la naissance. Si le nerf n'était pas là pour ce soutien, le canal se développerait comme une artère élastique et il resterait ouvert. Cela donnerait un canal artériel persistant, soit un problème cardiaque, car le sang continuerait à passer entre poumons et aorte après la naissance. Le nerf laryngé récurrent ne passe pas par contrainte évolutive autour du canal artériel. Il influence la façon dont ce vaisseau se construit. Grâce à son soutien mécanique, le canal devient une artère musculaire capable de se fermer après la naissance. Sans lui, le canal risquerait de rester ouvert et de causer une maladie congénitale. Abordons maintenant un autre argument, qui n'est pas directement présent dans la vidéo de Patience, mais elle fait partie du cadre général de critique du design humain, en droite ligne avec le nerf laryngé récurrent évoqué. L'argument, popularisé par Dawkins, Miller et d'autres, est que la rétine humaine est dite inversée. Les cellules photoréceptrices sont dirigées vers l'arrière, donc la lumière traverse d'abord plusieurs couches de cellules et vaisseaux. Le nerf optique sort à travers la rétine, créant un point aveugle. Les évolutionnistes disent que c'est la preuve d'un bricolage de l'évolution, ça ne peut pas être un design intelligent. Un ingénieur n'aurait jamais conçu une caméra de cette manière. Ce serait une contrainte historique héritée des premiers vertébrés. Malheureusement pour les évolutionnistes, des recherches en biophysique et en ophtalmologie ont montré que la rétine inversée a en réalité des avantages fonctionnels. Les photorécepteurs consomment énormément d'énergie et produisent des déchets. Ils doivent être placés au contact de l'épithélium pigmentaire rétinien et du réseau vasculaire de la choroïde, ce qui est possible seulement si la rétine est inversée. Cela permet un recyclage efficace des pigments visuels et un approvisionnement constant en nutriments et oxygène. Une découverte clé est que les cellules de Müller
agissent comme des fibres optiques naturelles. Elles guident la lumière à travers les couches rétiniennes avec une perte minimale comme un câble optique. Le résultat est que loin d'être un défaut, la rétine inversée est optimisée pour maximiser la vision et protéger contre la dispersion lumineuse. La rétine inversée permet aussi un refroidissement des photorécepteurs, éviter leur surchauffe due à la lumière intense. Le fameux point aveugle n'est pas un problème, le cerveau le compense automatiquement et nous n'en sommes pas conscients. Ce que les évolutionnistes appellent mauvais design se révèle être un design ingénieux adapté à des contraintes biologiques réelles. L'analogie avec une caméra est trompeuse, car l'œil n'est pas une caméra, mais un système vivant hautement métabolique. Le fait que des chercheurs non créationnistes eux-mêmes aient montré l'avantage de cette structure réfute l'argument du bricolage aveugle. Les évolutionnistes disent souvent que l'œil humain est mal conçu, parce que la rétine est inversée. Cependant, la science moderne a montré que ce design permet en réalité un approvisionnement constant des photorécepteurs, un recyclage des pigments, un refroidissement et même une optimisation optique grâce aux cellules de Muller qui agissent comme des fibres optiques naturelles. Loin d'être un défaut, c'est une prouesse d'ingénierie biologique. On a posé la question suivante au docteur Marshall qui est chercheur en maladies des yeux. Comment réagissez-vous à l'idée que l'œil humain soit le produit de l'évolution? Voici sa réponse. Plus j'étudie l'œil humain, plus il est difficile de croire qu'il a évolué. La plupart des gens observent le miracle de la vue. Je perçois un miracle de complexité sur l'affichage des choses à un grossissement de 100 000 fois. C'est la perfection de cette complexité qui me fait reculer devant la théorie évolutionniste. La rétine est probablement le tissu le plus compliqué de tout le corps. Des millions de cellules nerveuses s'interconnectent de très nombreuses façons pour former un cerveau miniature. Une grande partie de ce que les photorécepteurs voient est interprété et traité par la rétine bien avant qu'elle ne pénètre dans le cerveau. C'est Richard Dawkins qui avait souligné l'idée du mauvais design de l'œil humain. Il cherchait à démontrer par là qu'un concepteur n'avait pas pu concevoir quelque chose d'aussi imparfait. Les recherches ont hélas contredit Richard Dawkins. Le design que lui-même avait proposé ne pourrait non seulement pas fonctionner, mais en plus il s'avère que le design de l'œil est parfait. Le docteur Marshall rapporte ceci. L'idée que l'œil est câblé en arrière vient d'un manque de connaissance de la fonction oculaire et de l'anatomie. En 2010, les chercheurs ont démontré que l'arrangement en arrière améliorait même la qualité visuelle. Amichai Labin et Erez Ribak de l'Institut Technion Israël de technologie à Haïfa ont découvert que la rétine se révèle comme une structure optimale conçue pour améliorer la netteté des images. Les cellules Muller ont un certain nombre de fonctions supplémentaires. La réflexion de la lumière d'autres parties de l'œil, la réduction de l'aberration chromatique, où différentes couleurs sont réfractées différemment par une lentille, le réglage des longueurs d'onde non visibles qui réduisent le rayonnement, les dommages aux cellules sensibles et la netteté des images en dirigeant la lumière vers des récepteurs spécifiques. Le docteur Ribak ajoute « La nouvelle compréhension du rôle des cellules de Muller pourrait trouver des applications dans des greffes oculaires mieux réussies et de meilleures conceptions de caméras. » Donc, ce mauvais design AT préféré se révèle être une structure optimale et une inspiration pour des caméras de qualité supérieure. Cela nous fait penser à un verset biblique qui dit « L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Parlons maintenant des taupes placentaires et taupes marsupiales qui seraient des exemples de convergence évolutive. Cabaret indique « Les comparaisons anatomiques peuvent illustrer des mécanismes évolutifs profonds. Ici, vous voyez deux animaux qui a priori se ressemblent beaucoup. Mais si on l'examine de plus près, notamment en regardant leur anatomie interne, on découvre qu'elles n'ont en réalité rien à voir l'une avec l'autre. D'un côté, la taupe vraie, placentaire, un mammifère placentaire comme chez l'humain, le petit se développe entièrement dans l'utérus et naît déjà formé. De l'autre, la taupe marsupiale, ici le petit naît à un stade très précoce et termine sa croissance dans une poche, comme chez les kangourous. C'est un exemple classique de convergence évolutive de populations d'animaux très différents, qui, soumises à des pressions de sélection similaires,
ici la vie souterraine, finissent par développer des solutions morphologiques comparables. Ceci est un indice fort que l'environnement sculpte les formes de vie de génération en génération. Taupes placentaires et taupes marsupiales se ressemblent énormément. Elles ont un corps fuselé, des membres antérieurs puissants pour creuser, des yeux atrophiés et ont une vie souterraine. Elles appartiennent de manière surprenante à deux groupes de mammifères totalement différents, placentaires et marsupiaux. Cela semble davantage s'accorder avec le système modulaire du concepteur en commun, comme par exemple deux voitures peuvent être très similaires, sauf qu'une est thermique et l'autre électrique. L'idée que l'environnement sculpterait deux fois ou plus la même chose est très discutable. On parle de convergence évolutive où deux lignées indépendantes, exposées à la même contrainte, ici la vie souterraine, auraient développé des formes similaires sous la pression de la sélection naturelle. L'environnement sculpterait les organismes. Nous avons beaucoup parlé de l'externalisme dans la série sur la sélection naturelle. Pour Darwin, la nature sculptait les organismes comme un potier, mais la nature n'a ni conscience ni pouvoir pour faire cela. Le phénomène d'extinction ne permet pas les ajustements fins que l'on voit dans la nature, où de nombreuses caractéristiques si présentes ne donnent pas nécessairement un avantage reproducteur significatif, et si absentes, ne désavantagent pas non plus l'organisme au point de le tuer. La vérité se trouve dans une perspective internaliste. Les ressemblances ne viennent pas d'un façonnage externe, mais d'un programme interne au vivant. Le concepteur a utilisé des modules, par exemple un plan corporel fouisseur, qui peuvent être activés dans différentes lignées, même appartenant à des baramines différents. Les organismes possèdent des variables internes, des gènes, des réseaux de régulation, des potentialités épigénétiques, qui permettent d'exprimer un morphotype adapté à certains environnements. Ainsi, deux taupes différentes révèlent non pas que l'environnement a produit leur forme, mais que leur potentiel interne pouvait converger vers une solution morphologique semblable. Les évolutionnistes disent que des organismes éloignés, comme les dauphins mammifères et les requins poissons cartilagineux, auraient développé des formes très proches parce que le milieu aquatique imposerait les mêmes contraintes, l'hydrodynamisme, l'efficacité de nage, etc. Ce raisonnement suppose que l'environnement façonne la morphologie par sélection naturelle. Si l'environnement aquatique était le potier des créatures marines, nous constatons alors qu'il n'a pas produit qu'une seule forme requin-dauphin. On y trouve aussi des anguilles allongées, des raies aplaties, des hippocampes rigides, des méduses gélatineuses, des pieuvres souples, des crevettes articulées, etc. Donc, si l'environnement imposait une contrainte unique, on devrait voir une convergence généralisée vers une même forme. Ce n'est pas le cas. Le schéma commun, comme la forme fuselée pour la vitesse des requins, dauphins, ichthyosaures et autres, est mieux compris comme un principe d'ingénierie réutilisé par un concepteur, la solution optimale pour une nage rapide et endurante. Les autres formes aquatiques montrent que le créateur a intentionnellement introduit une diversité de plans, chacun adapté à une niche écologique particulière. Donc, plutôt que l'évolution convergente, on a un design convergent, avec les mêmes solutions d'ingénierie appliquées dans des familles différentes aux besoins. Les contraintes du milieu souterrain auraient façonné deux taupes similaires selon le modèle évolutif. Là encore, si l'environnement souterrain produisait toujours le même design, on devrait voir une uniformité des fouisseurs. Or, il existe beaucoup de formes différentes d'animaux fouisseurs ou souterrains avec des solutions anatomiques variées. Nous avons les placentaires comme la taupe dorée en Afrique, les gaufres et rats taupes, les rongeurs, les tamias, certains chiens de prairie, les tatous en Amérique, les marsupiaux en Australie, le wombat par exemple, les lézards fouisseurs, certains serpents, des grenouilles fouisseuses, des vers de terre, des fourmis, des termites, etc. Cela montre que le milieu souterrain n'impose pas une forme unique. On peut être souterrain en étant un mammifère fusiforme comme les taupes, un rongeur denté comme les rats taupes, un reptile serpentiforme ou même un invertébré segmenté. On peut souligner à la fois que la ressemblance ciblée entre les taupes marsupiales et placentaires peut être comprise comme la réutilisation d'un design
et que la diversité globale des fouisseurs est la preuve que le milieu n'impose pas un modèle unique. Il faut un vrai sculpteur pour sculpter des organismes à formes variées dans les mêmes environnements. L'environnement est une variable, un déclencheur d'un potentiel latent existant chez un organisme. Les organismes ont des capteurs, des systèmes de traitement de l'information et des réponses adaptatives. Tout cela vient de l'intérieur. Les organismes s'adaptent aux stimuli de l'environnement, un peu comme un véhicule autonome s'arrête s'il détecte un piéton ou un feu rouge. La réaction de la voiture n'est pas générée par le piéton ou le feu rouge, mais par les capteurs de la voiture et le traitement interne qui sont prévus pour répondre à ce cas de figure. La logique de Cabaret est difficile à suivre ici. L'observation neutre démontre l'inverse de son propos. Il parlait en préambule de l'hypothèse de l'ascendance commune. Dans le cas de la taupe, il reconnaît précisément qu'il n'y a pas d'ascendance commune, mais trouve quand même une preuve de l'évolution. En quoi avons-nous un indice fort que l'environnement sculpte les formes de vie de génération en génération? Pourquoi ces deux formes identiques seraient-elles la preuve d'un sculptage de l'environnement? Pourquoi ne serait-elle pas la preuve du concept modulaire des créationnistes? Les preuves actuelles montrent que la source des adaptations des organismes est interne et non externe. L'environnement ne sculpte pas, il déclenche des options prévues dans le génome. Je vous renvoie à la série Sélection naturelle et biologie intelligente, où j'entre dans les détails du modèle internaliste Continuous Environmental Tracking. Dans la vidéo suivante, nous étudierons la deuxième preuve apportée dans la vidéo sur les preuves de l'évolution, les preuves développementales.